Salut à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info. Bienvenue à votre émission Le Grand Déballage. Nouveau rendez-vous avec le juge Antoine Kaboré, il est le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats burkinabés. Juge Kaboré, bonjour. Bonjour, M. Drago. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Avec vous, dans l'émission Le Grand Déballage, on va parler des problèmes de la justice burkinabé. Une question très simple pour entamer notre échange d'aujourd'hui. Le SAMAB appartient à quel bord? L'opposition, la majorité? Alors, merci pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui d'être sur votre plateau et de m'adresser à vos téléspectateurs. Pour dire tout net, le SAMAB n'a aucun bord parce que lorsque le SAMAB se créait, il n'y avait ni opposition, il n'y avait ni majorité. Souvenez-vous que nous sommes nés depuis le 27 mars 1983 et que c'est un parcours que nous avons eu jusqu'à maintenant. Si nous étions d'un bord, à supposer qu'en 1983, que nous étions avec les vainqueurs, peut-être que nous aurions disparu avec ceux qu'on aurait pu appeler les vainqueurs. Le SAMAB a un leitmotiv qui est de défendre les intérêts des magistrats, de défendre les intérêts de la justice. Voilà le seul bord qui nous appartient et dans ce sens, nous nous battons pour que le droit soit appliqué. Est-ce que de 1983 à aujourd'hui, le SAMAB n'a pas subi beaucoup de mutations quand on sait que pendant longtemps, notamment sous l'ancien régime de Blaise Compaoré, on disait, les autres syndicats même le disaient en filigrane que vous étiez proche du système? Quand vous dites proche du système, moi je sais que sous l'ancien régime, comme vous le dites, j'ai eu plein de mes militants qui se sont retrouvés en province sanctionnés et certainement ceux qui se disaient être très éloignés étaient par contre, n'est-ce pas, dans des postes où ils étaient nommés, où ils étaient à Ouagadougou. Donc je ne sais pas, en définitive, si être proche d'un régime, c'est de se voir tout le temps sanctionné. Des militants aussi ministres, hein, vous en avez eu? Oui, des militants ministres, mais vous savez, quand on veut nommer un ministre, pour moi, si un de mes militants est nommé ministre, je pense que c'est d'abord son parcours et c'est une bonne chose pour moi parce qu'il aura montré dans son travail qu'il a une qualité que les plus hauts responsables ont reconnue en lui. Nullement, on envoie des fiches, n'est-ce pas, à un syndicat qu'il doit remplir pour proposer des gens à des nominations. Et donc, c'est la même chose. Si moi, demain, je me retrouve, par exemple, en mission onusienne, comme certains de mes collègues ou camarades le sont, c'est une bonne chose pour nous parce que ça veut dire qu'il y a des hommes de qualité dans notre syndicat, mais ça ne veut pas dire que c'est le syndicat qui les y a envoyés. Le SAMAB, rassurez-vous, ne nomme pas des postes et ce n'est pas encore notre mission et on n'a pas transformé nos textes dans ce sens, donc nous ne nommons personne. Mais nous sommes contents qu'on puisse appeler parmi nos camarades des personnes compétentes pour reconnaître leur mérite. Oui, dans la discussion, vous avez reconnu souvent aussi avoir eu des affinités avec certains anciens politiciens ou certains même qui sont aux affaires aujourd'hui, notamment le président Roch-Marc Christian Kaboré, le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo ou encore l'ancien ministre Jérôme Bougouma, entre autres. Non, je peux vous citer des personnalités que j'ai connues de par parfois mes affinités personnelles en dehors de mon travail, parce que j'ai été burkinabé avant d'être magistrat. Donc, de par des connaissances, je peux connaître des personnes. Étant aussi magistrat et syndicaliste, de par les rencontres officielles ou toute autre activité, il m'est arrivé de connaître des personnes. C'est comme aujourd'hui, si vous me dites, je connais le ministre Bagoro, oui, je le connais, parce qu'on a été militants syndicalistes ensemble dans des syndicats différents, mais nous avons travaillé sur des questions ensemble. Ce qui fait que le fait qu'il soit ministre aujourd'hui, ou le ministre Rémi Danguinou, que je connais depuis 2000 quand j'étais encore au campus, et lorsque lui il commençait ailleurs sa carrière de journaliste. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est ministre que cela doit m'empêcher de garder des rapports avec lui. Ce que vous avez cité, oui, de par le passé, j'en ai connu, et bien d'autres. Cela ne me dérange aucunement. Je les ai connus dans un contexte, ils étaient à des fonctions, je jouais un rôle. Si on peut arriver à maintenir les rapports par rapport à cela, c'est normal. Les cas aussi où on ne peut pas les maintenir, c'est peut-être parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais je n'en fais aucune fixation. L'essentiel pour moi, c'est que où je suis, quel que soit ce que je fais, je suis appelé à jouer un rôle et je le joue pleinement et je pense que tous ceux que je connais aussi jouent leur rôle. Oui, moi je vous ai cité des noms, vous avez préféré débattre ou encore donner des arguments sur d'autres noms. J'ai cité notamment le président Roch-Marc Christian Kaboré, Salif Diallo qui est président de l'Assemblée nationale, Jérôme Bougouma qui est actuellement détenu à la Mako. Vous n'avez pas voulu vous exprimer sur ces trois noms. Le ministre Bougouma, il a été mon enseignant à l'université comme bien de magistrats, bien de juristes dans ce pays. Donc je l'ai connu dans ce cadre. En plus de cela, nous étions chargés à un certain moment à l'université d'autres camarades qui sont avocats, juristes, diriger un peu le football. En ce sens, il nous a beaucoup appuyés, comme le ministre d'ailleurs Filiga Sawadogo,
qui nous avait aidé en termes de soutien pour que les équipes de la fac entre 2000 et 2003 puissent participer aux compétitions. Il y a le ministre Dambélé qui, lorsque nous rencontrons la première compétition finale inter-UFR, est venu représenter la direction à l'époque où il était l'adjoint du professeur Loada, qui était le directeur de l'UFR, qui est aussi devenu ministre. Et donc, je veux vous dire que je les connais. Donc, pour parler de M. Bougouma, c'est cela. Et par la suite, M. Bougouma est devenu ministre. En tant que syndicat, il y a certains problèmes qui se posaient avec les forces de sécurité par rapport à comment les magistrats appréhendaient leur travail, les difficultés. Nous avons discuté avec lui en tant que représentant du pouvoir exécutif et en tant que ministre de la Sécurité. Il en est de même pour le président Kabouré, où à l'époque, les rencontres que nous avons eues avec lui, c'était dans le cadre syndical, avec bien des structures syndicales, parce qu'il y avait des lois qui concernaient la justice qui devaient passer. En ce moment, il était président de l'Assemblée nationale. Exactement, exactement. Et il y avait des lois qui devaient passer au niveau de l'Assemblée, où nous avons des observations à faire au Parlement. Nous lui avons posé ces préoccupations. Je pense qu'ils en ont tenu compte. Et donc, c'est des rapports de type professionnel, ou je dirais officiel. Pour le président de l'Assemblée nationale, le docteur Diallo, oui, le docteur Diallo, effectivement, nous avons été la première promotion sciences politiques, DEA sciences politiques à l'université de Ouagadougou. Il avait été le parrain de la promo. Et donc, comme tous les filleuls qu'il a eus, je l'ai rencontré dans ce cadre. Par la suite, quand il était à Vienne, j'étais au ministère de l'Environnement, j'ai effectué plusieurs missions auprès de l'AUEA pour des textes juridiques du Burkina. Et en tant qu'ambassadeur du Burkina Faso, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner. Il avait l'habitude de recevoir les missionnaires burkinabés qui allaient à Vienne. Et donc, dans ce sens aussi, je l'ai fréquenté à Vienne. Et comme je l'ai fréquenté effectivement lorsqu'il était notre parrain. Il n'y a rien de particulier à cela. Il n'y a rien de particulier à cela. Je voudrais qu'on fasse une escale sur le cas du ministre Bougouma. C'est votre ancien, je dirais, professeur à l'université. Aujourd'hui, il traverse des moments assez difficiles. Ce qui nous revient en termes d'informations, c'est qu'il est gravement malade. Vous avez eu connaissance de ces informations le concernant? Est-ce que ça vous désole de voir aujourd'hui qu'il peine à obtenir une liberté provisoire pour aller se soigner dans de meilleures conditions? Alors, permettez-moi d'être un peu réservé parce que c'est un dossier qui est géré par la Haute Cour de justice pour ce qui le concerne. Et donc, je m'en voudrais de me prononcer sur le travail que d'autres collègues ont en charge. Du reste, on ne vous demande pas de vous prononcer sur le fond. On ne vous demande pas de vous prononcer sur le fond du dossier, mais sur la forme même. Quand quelqu'un est gravement malade, est-ce qu'on peut souvent, par souci de préserver même l'état de santé physique de la personne pour qu'elle puisse répondre de ses faits, lui donner la liberté provisoire comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, le rôle de la justice, c'est d'avoir des personnes saines qui puissent répondre, n'est-ce pas, aux différents faits qui leur sont reprochés. Et donc, la justice est dans une logique de neutralité. Si vous êtes malade, bien sûr, vous ne pouvez pas, en réalité, être utile. À quoi ça sert bon d'interroger un malade qui, en réalité, peine même à vous donner les réponses ou à se défendre par rapport aux faits qui lui sont reprochés? Évidemment, lorsqu'une personne est malade, il appartient, n'est-ce pas, à cette personne ou à ses avocats conseils de fournir les éléments médicaux nécessaires pour permettre au juge ou au magistrat qui a le dossier de pouvoir apprécier. Je dois dire que nous souhaitons que tous ceux qui passent devant la justice puissent être, n'est-ce pas, en pleine possession de leurs capacités physiques, mentales, pour pouvoir aider à ce que les procédures avancent. Donc vous pensez que la meilleure solution pour Bougouma, c'était de lui accorder éventuellement la liberté provisoire pour qu'il aille se soigner? Effectivement, s'il est avéré qu'il est malade et que les éléments l'attestent, je pense que pour moi, en tant qu'humain et aussi en tant que magistrat, c'est bon qu'il puisse se soigner et sereinement venir répondre, n'est-ce pas, à ce qu'il est reproché. Au-delà du cas Bougouma, on a également notre confrère Adama Ouedraogo Damis de l'Observateur Palga, qui est dans la même situation aussi. Oui, on a eu effectivement ça et là quelques informations dans la presse par rapport à certaines situations, dont celle de votre confrère. Je pense qu'il appartiendra à leurs avocats conseils de prendre la tâche, je dirais, à la juridiction compétente, de fournir les documents nécessaires et pour que les juges apprécient. Je pense que les juges, ce sont des humains et comme je le dis, on ne prend aucun plaisir à garder quelqu'un qui est malade. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Alors, si on revient un peu sur l'histoire du Burkina Faso, est-ce que cette réticence peut-être de la justice ne s'explique pas par le fait qu'on se rappelle de Ousmane Guiro, ancien directeur général des douanes, qui a été libéré pour raison de santé, qui finalement se retrouve à battre campagne avec l'effigie de Blaise Compaoré, qui se fait même élire conseiller municipal. Est-ce que ce n'est pas ce passif-là qui fait qu'on est réticent aujourd'hui à accorder la liberté provisoire aux malades? À certains malades qui ont, je dirais, un parcours assez extraordinaire.
Enfin, ce que je peux dire, c'est que la situation d'une personne, d'un individu donné ne doit pas être étendue aux autres. Il faut gérer les situations au cas par cas, de mon point de vue. Et si par rapport à la situation dont vous parlez, ou de cette personne, je pense qu'il ne faut pas faire un procès parfois inutile ou, je dirais, trop hâtif au juge. Le juge n'est pas un spécialiste pour savoir si une personne est malade ou Mais pas. c'est lui qui donne son verdict en dernier ressort pour qu'on libère quelqu'un Oui, provisoirement. mais le juge statue en fait sur la base d'une pièce. Si aujourd'hui vous, M. Ouedraogo, vous retrouvez devant moi, je ne vous le souhaite pas, et que vous me présentez un papier d'un spécialiste qui dit que vous avez un cancer phase terminale, moi je ne sais pas. Moi je regarde, j'analyse et j'en tire des conséquences. Si on dit que c'est incompatible avec votre présence dans un milieu carcéral. Mais ce n'est pas moi qui fais l'examen pour savoir si vous êtes malade ou pas. Je ne jette l'anathème sur personne, mais je pense qu'il faudrait prendre les choses avec la juste mesure. Le juge statue sur la base des pièces qu'on lui envoie. Et si effectivement ces pièces tendent à montrer que la situation de la personne est incompatible avec la détention, le juge est obligé d'en tenir compte. Est-ce qu'il n'y a pas souvent du laxisme même dans le traitement de ces genres de dossiers de liberté provisoire que certains souhaitent obtenir? Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont été des anciennes autorités qui ont pu l'obtenir, mais on s'est dit qu'il y a des petits prisonniers aussi, des voleurs de poulets ou de cabris, qui peinent à obtenir la liberté provisoire. Est-ce qu'ils ne sont pas des citoyens comme tout le monde? Ils sont des citoyens comme tout le monde et ils ont des droits comme tout le monde. En réalité, quand vous dites par exemple le voleur de poulet ou de cabri, peut-être que celui qui a les moyens sait qu'il a un avocat, il sait effectivement qu'il peut demander à aller dans un centre médical pour avoir une pièce médicale d'un spécialiste qui atteste de son état, alors que peut-être le vendeur de poulet ne sait pas ou il n'a pas l'avocat pour introduire sa requête. Il n'a pas aussi peut-être les moyens, parce que en principe, quand vous voulez vous faire soigner, on devrait vous prendre en charge, mais vous savez, les maisons d'arrêt n'ont absolument rien. Le ministère de la Justice n'a rien pour pouvoir envoyer quelqu'un dans un centre spécialisé. Mais celui qui est nanti pourra même dire, moi je prends à charge mes frais pour pouvoir avoir ces pièces médicales. Ce que le petit délinquant, comme vous l'appelez, ne peut pas avoir. Oui, mais ça, c'est suffisamment grave pour un pays où la liberté est donnée à tout le monde. Nous sommes nés tous libres et égaux en droit. Si au Burkina Faso, parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'attacher les services d'un avocat comme celui qui a les moyens, là, ça devient problématique. Mais je vous dis ce qui est. Vous et moi, nous sommes libres et égaux en droit. Nous naissons libres et égaux en droit. Mais cette égalité ne fait pas que si M. Ismaël naît et que déjà ses parents à l'âge de 5 ans lui donnent 2, 3 parcelles parce qu'ils ont les moyens, que moi, le fils des paysans, je puisse réclamer aussi que comme on est né libre et égaux, moi aussi je dois avoir 5 parcelles. Non, cette égalité, c'est devant la loi. Mais de façon pratique, il y a des éléments qui font que cette égalité-là ne peut pas s'assumer de façon arithmétique. Il faudra aussi qu'on puisse l'admettre. Celui qui naît que son papa est enseignant, et qui peut le mettre à l'école, il a droit à l'éducation. Ce n'est pas la même chose que le fils du paysan qui est au village, qui ne peut pas le payer, qui ne peut pas payer une classe pour lui. Et donc, l'égalité, l'État doit faire en sorte de pouvoir mettre tout le monde dans des conditions de pouvoir les exercer, mais reconnaissons que de façon pratique, cette égalité-là, ce n'est pas une arithmétique pour tout le monde. Alors, juge Kabore, vous êtes en train de justifier le fait que quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas être traité sur le même pied d'égalité que celui qui a les moyens devant la justice. Ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est en filigrane ce que vous tentez de justifier. Ce que je dis, quand vous allez venir devant le juge, c'est que si vous faites votre demande, que celui qui a les moyens fait sa demande, le juge les examinera de la même manière. Mais je suis en train de vous expliquer que sur le plan procédural, le fait d'avoir un avocat, par exemple, peut vous aider à comprendre comment le droit a mis en place les règles qui peuvent vous aider à avoir une situation. Ce que celui qui n'a pas quelqu'un pour le conseiller peut ne pas connaître. Bien sûr, il y a des services en principe qui doivent les accompagner au niveau des maisons d'arrêt, l'administration de la maison d'arrêt, les visiteurs agréés qui peuvent faire comprendre leurs droits, les associations de prisonniers sans forcer qui peuvent leur expliquer. Mais il faut aussi comprendre que ces structures-là sont un peu limitées, pas parce que le personnel n'est pas assez suffisant, le personnel n'est pas techniquement ou professionnellement outillé, ils n'ont pas reçu une formation de pointe pour pouvoir le faire, ou parce que parfois même, il n'y en a pas du tout. Et donc, ça fait que ça limite un peu les informations qu'ils peuvent donner aux uns et aux autres en réalité pour pouvoir mieux exercer leurs droits. Et si on en parle justement aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui revient de façon récurrente dans l'actualité. On sait qu'au niveau des forces de police et de gendarmerie, régulièrement, on arrête des délinquants ou des présumés délinquants qui se retrouvent 1 ou 2 semaines dehors. Après, on dit que c'est la justice qui ne fait pas son travail. Vous qui êtes juge aujourd'hui, c'est vous qui êtes pointé du doigt.
Non, en fait, vous savez, c'est un jeu qui n'arrange personne. J'ai toujours pour habitude de dire, et lorsque quand j'étais procureur, j'ai dit que moi je ne m'offusque pas lorsque je poursuis un délinquant et qu'arrivé devant le tribunal, le président du tribunal déclare en réalité qu'il n'est pas coupable, qu'il n'y a pas assez de charges. J'ai joué ma fonction. Si je ne suis pas d'accord, j'exerce des voies de recours. C'est la même chose pour ce qui concerne les composants de la chaîne pénale. Au début de la chaîne pénale, il y a la police judiciaire qui reçoit des plaintes, qui, dès lors qu'elle a connaissance d'une affaire et d'une plainte, doit informer immédiatement le procureur du Faso, qui est le directeur de la police judiciaire, qui leur donne des instructions, qui leur demande de poser un certain nombre d'actes. Lorsque la police judiciaire finit son travail, ils envoient ce dossier devant le procureur du Faso, qui apprécie et donne la suite qu'il souhaite. Il n'y a pas de frustration à avoir. Quand vous avez fait votre travail, que la loi dit que vous vous arrêtez là, c'est votre travail. Le reste, c'est de la responsabilité de quelqu'un d'autre que la loi aussi a eu à mettre là pour faire son travail. Oui, Il n'y a pas à s'offusquer. Oui, mais pendant les conférences de presse, on a remarqué que les gendarmes et les policiers se plaignent. Ce sont des multiples récidivistes qu'on prend toujours. Mais quand vous dites que ce sont des multiples récidivistes, moi je prends le cas français. Vous savez, les Français depuis longtemps luttent contre la récidive. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, la prison, si on n'accompagne pas avec un certain nombre d'actions ou d'activités, ne peut pas jouer son rôle qui était le sien à l'origine. La prison est un milieu où on paye sa dette vis-à-vis de la société et on s'amende pour venir se réinsérer dans la société. Nos prisons, vous les regardez, est-ce que ces prisons jouent ce rôle? Non. Aujourd'hui, il y a des individus qui gênent dans la société, on les met à côté pour un certain temps, le temps qu'ils purgent les peines, mais on ne songe pas à travailler de sorte à les rendre meilleurs pour qu'ils viennent se réinsérer dans la société. Mais quand il finit sa peine, qu'il revient, si c'est ce qu'il sait faire, il le fera. Ça, ce n'est pas, la justice qui l'amène à refaire. Mais le système, de façon générale, dans un État, doit être de penser comment est-ce qu'on doit lutter contre la délinquance, comment on doit travailler à récupérer ceux-là, en réalité, qui à un moment ont commis des fautes vis-à-vis de la société. S'il n'y a pas cette politique, je suis désolé, vous allez les envoyer les recycler, ils reviendront, ils repartiront. Et donc, c'est un élément fondamental qu'il faudrait qu'on accepte. Et si on parlait de la responsabilité du juge? Parce que quand on vous dit, par exemple, un policier ou un gendarme vous dit, on a attrapé le monsieur avec les faits, la mettre dans le sac, comme on le dit couramment dans la société, et vous arrivez à la dernière minute, vous trouvez que le monsieur est innocent. Comment vous arrivez à vous expliquer? Mais en réalité, si en réalité le fait de prendre la personne, c'est juger la personne, je pense qu'il n'y a plus lieu de dire qu'il y a un juge ou un tribunal. Donc, en ce moment, ce n'est pas le rôle de la gendarmerie et de la police de présenter des délinquants. C'est comme moi-même le procureur, ce n'est pas mon rôle de juger les gens. Je fais un travail, je réunis un certain nombre d'éléments que la loi demande et moi je l'envoie devant quelqu'un qui est chargé de le juger. Je n'ai pas le droit de dire que vous êtes coupable. Ce n'est pas mon rôle. Il faudrait qu'on l'accepte. Malgré ce qu'on fait, et ce que je vous dis, c'est qu'en réalité, quand vous dites que non, vous savez qu'on peut annuler des procédures pour vice de forme. Vous savez qu'on peut se tromper lourdement. C'est le juge qui dit qui est coupable, qui ne l'est pas. Et donc, il faudrait qu'on accepte. La chaîne pénale, pour terminer, je le disais, c'est une chaîne où il ne faut pas qu'on travaille à rompre les maillons. Il n'y a pas que la police judiciaire à faire son travail. Le reste, c'est le procureur. Le procureur dit j'ai fait mon travail, le reste, c'est le juge. Oui, mais ce qu'on constate au Burkina, c'est le cas, puisqu'après la gendarmerie, la police finit la conférence de presse, on dit on va le remettre au procureur. Nous, on a fini, notre travail s'arrête là. Mais justement, c'est une mauvaise compréhension. Parce qu'il n'y a pas que vous avez fini, vous avez remis au procureur. Je vous ai dit que c'est le procureur qui dirige depuis la base. Si tout le monde joue le jeu, ce que vous faites, ça fait partie, même quand vous finissez, pour pouvoir communiquer, vous ne pouvez pas le faire si le parquet ne donne pas son accord. Donc, ce n'est pas normal qu'un officier de police judiciaire aille présenter des délinquants dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie? C'est une procédure judiciaire, ça ne peut pas se faire sans l'accord, sans que le procureur ait donné son accord. Malheureusement, on constate que de plus en plus ça se fait. Les gens trouvent qu'effectivement, quand ils font un travail, ils arrêtent des délinquants, il faudrait que la population le sache pour savoir qu'ils travaillent, ça permet de rassurer. Personnellement, en tant que magistrat, je n'ai rien contre, mais je dis aussi qu'il faut qu'on respecte les règles. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux une discussion, un débat entre la police judiciaire et les magistrats, notamment ceux du parquet. Nous sommes ensemble pour jouer le même rôle, traquer la délinquance, faire sanctionner les délinquants. Il n'y a pas de raison que certains croient qu'ils jouent mieux le rôle, que d'autres ne le jouent pas. Si on le fait, en réalité, c'est les délinquants qui s'en tireront.
Et donc, il est assez clair quand vous prenez... Je vous prends un exemple banal. Quand vous avez vu les événements à sensation en France, les attaques du Bataclan, les choses et autres, qui est sorti communiquer pour dire qu'il y a eu tel nombre de morts, tel nombre d'arrêtés. Le président Hollande a parlé. Il a tenu le discours en tant que président. Le Premier ministre a parlé. Le ministre de l'Intérieur a parlé. Mais personne n'est venu marcher dans le plate-bande de la justice. C'est le procureur qui, lorsqu'il a estimé qu'il avait les éléments, est allé faire sa déclaration pour dire il y a eu une attaque terroriste. Lors de l'intervention, il y a eu tel nombre de délinquants qui ont été tués, d'autres ont été arrêtés. Voilà les charges qu'on retient contre eux. C'est ce qui a été fait au Burkina aussi. On se rappelle la procureure Maïza Traoré. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Oui, au mais Burkina elle aussi, elle avait la possibilité. On a vu que la dernière fois, elle a tenu une conférence de presse et puis elle a donné également les chiffres de l'attaque de Ouagadougou. Mais en tout cas, le nombre de morts, comment ça s'est passé, ce n'est pas malheureusement Madame le procureur qui a eu à les présenter. Donc vous pensez aujourd'hui qu'on a bafoué son travail? Mais si vous analysez très bien, je pense qu'en termes de gestion de communication, sur des cas d'infraction, ça n'a pas été vraiment un bon exemple. Et ça, c'est assez clair. Il faudrait qu'on sache le rôle de tout un chacun. Il ne faut pas aller usurper, et vous-même, vous l'avez constaté. On a fait des communications, on dit qu'il y a des personnes de sexe féminin parmi les victimes, des choses et autres, etc. On aurait pu éviter tout cela. Il faut permettre, lorsqu'il y a ce genre de choses, dès lors que l'action est terminée, il y a des enquêteurs qui vont sur le terrain dirigés par le procureur. C'est eux qui savent qui a été tué, quel est son sexe, comment il était. On donne des informations précises. Il faut éviter la précipitation ou de marcher dans les plates-bandes ou de jouer les rôles qui ne sont pas les nôtres. On gagnerait en efficacité et on gagnerait à mieux éclairer les gens. Alors, c'est vrai que les magistrats n'aiment pas parler quand ils sont dans les lieux publics, mais je voudrais qu'on en parle aujourd'hui, si vous le permettez bien, juge Antoine Kaboré. C'est les PV aujourd'hui que les policiers et les gendarmes délivrent quand on finit d'interpeller un présumé malfrat. Est-ce que vous pensez que ces PV-là vous permettent régulièrement de bien faire votre travail dès qu'ils finissent la procédure au niveau des brigades et des commissariats de police? Et il faut dire que la justice burkinabé revient de loin et qu'aujourd'hui nous travaillons à reconstruire et à faire un travail qui sera de qualité parce que nous y sommes obligés. Aujourd'hui, il y a les règles internationales, il y a les droits de l'homme qui sont devenus, n'est-ce pas, un élément fort de la vie des nations. Nous sommes obligés d'en tenir compte dans la manière de travailler. Et dans ce sens, je vous dirais que ce qu'il faut qu'il y ait vraiment une collaboration, je dirais une complicité légale entre la police judiciaire et les magistrats du parquet. Cette collaboration, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'à partir de maintenant, ce que vous, magistrats, vous souhaitez, c'est qu'on arrête au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie de présenter des présumés délinquants à la presse? Non, je dis que nous comprenons le sentiment de la police judiciaire de vouloir montrer qu'elle travaille et de montrer le fruit de ce travail. Oui, elle montre qu'elle travaille, c'est vous qui ne faites pas votre travail finalement. Oui, c'est pourquoi nous disons, et raisonnablement, quand j'étais procureur, je l'avais déjà dit, quand le procureur général de Ouaga a été nommé, il a pris une lettre circulaire dans ce sens. Il faudrait qu'on accepte qu'on ne peut pas faire une conférence de presse sans la présence du parquet. Et il y a des coins où on le voit. Moi, j'ai été très heureux de voir que le procureur passé, le procureur Djanda, l'année dernière, de Dédougou, quand il faisait les conférences de presse avec la police judiciaire, c'était au palais de justice. Les OPJ sont là, ils expliquent comment ils ont travaillé et c'est le procureur qui dirige la conférence de presse. Je l'ai aussi constaté cette année, l'année 2015, fin 2015, à Koudougou, où il y a une conférence de presse, la gendarmerie a présenté des délinquants dans la brigade. La conférence de presse était dirigée par le procureur, le substitut du procureur du Faso. C'est possible. On a vu le procureur Maïza Compaoré, après les attentats terroristes, lorsqu'elle a fait sa conférence de presse, c'était au palais de justice avec la gendarmerie qui avait en charge... Elle était dans son rôle. Pour une fois, on a respecté son travail. C'est le professionnalisme qu'on demande. Il ne faudrait pas croire que nous avons inventé la police judiciaire ou le parquet. J'ai toujours dit, ce sont des institutions qui nous viennent d'ailleurs. Quand nous voulons copier, il faut bien copier. C'est tout. Donc prenons le bon exemple en la matière. Revenons sur les PV parce que vous n'avez pas terminé votre raisonnement là-dessus. Est-ce que vous pensez que les policiers ou les gendarmes font des bons PV quand on vous envoie un présumé délinquant à la Mako ou à la Maka éventuellement? Mais le PV, comme je vous l'ai dit, quand une enquête commence, c'est le procureur qui est le directeur. Il peut dire à la police judiciaire, au regard du compte rendu que vous m'avez fait, il faut une perquisition. Il faut auditionner telle personne qui peut être un témoin. Il est important de rechercher tel élément qui peut nous être un élément de preuve lors du procès. S'il y a un dialogue et un compte rendu permanent, c'est en train de s'améliorer, mais on n'est pas encore au top niveau.
cela permet d'avoir des PV riches et de permettre au procureur d'être à l'aise lorsqu'il poursuit. Puisque à l'audience, le procureur prend la place de la PJ, il défend le travail de la police judiciaire. Puisque c'est sur la base du PV que lui, il poursuit l'intéressé. Mais si vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas informé, et que votre PV est vide, vous voulez qu'il aille défendre quoi? Il va partir, donc on va libérer les intéressés. Et donc, ça ne sert à rien de se renfermer et de faire un travail qui ne fera pas de qualité. Donc, c'est la délicatesse de votre mission aujourd'hui. Effectivement, il faut véritablement qu'il y ait une connexion véritable et des moyens pour que le parquet puisse travailler en étroite collaboration, je dirais en complicité avec la police judiciaire. C'est nous tous qui gagnerons. Alors, la justice burkinabé a tous les intérêts du monde à être plus opérationnelle qu'elle l'est aujourd'hui parce que vous avez vu ces vindictes populaires qu'on a réussi avec des délinquants qui sont lynchés, qui sont même brûlés vivement par des populations. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela peut s'expliquer par l'injustice? Le fait qu'au niveau de la justice, on peut arrêter un délinquant, il va à la Mako, le lendemain on le retrouve dehors. Oui, en réalité, le sentiment de justice, la justice en tant qu'institution peut contribuer au sentiment de justice dans un État par l'activité qu'elle mène. Mais ce n'est pas le seul élément. La justice peut être sociale, elle peut être dans les familles, elle peut être dans notre manière de percevoir la société. Et ça, ce n'est pas à la justice seule de pouvoir le faire. Quand vous êtes là, que vous avez l'impression que dans le pays, il y a des gens qui sont très pauvres et qu'il y a d'autres qui sont assez riches, mais qui ne permettent, il n'y a pas une distribution, une bonne distribution des fruits de la croissance. Ça, ce n'est pas la justice. C'est par exemple en termes de politique économique, de politique sociale. Il est évident que la justice peut contribuer fortement parce que par le fait de réprimer tout ce qui n'est pas normal et d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant la loi, que vous soyez riche ou pauvre, que vous répondez, on travaille à contribuer à améliorer le sentiment de justice. Effectivement, il peut y avoir des difficultés, des faiblesses au niveau de l'institution judiciaire, mais je pense qu'il est du devoir et de l'intérêt de tous qu'on ne puisse pas donner, je dirais, libre cours ou encourager ces espèces de justice privée qui se développent. Parce qu'en réalité, quand vous n'êtes pas victime, vous pensez que c'est une bonne chose, mais demain, il peut arriver effectivement qu'on puisse s'en prendre à vous à tort, et c'est là que vous verrez qu'en réalité, il aurait fallu qu'il y ait des garanties pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, c'est vrai que je parle notamment de ce cas des populations qui s'adonnent à ces vindictes populaires. Il y a le cas, par exemple, de l'association Kourouéogo, dont on en parle régulièrement aujourd'hui, dénoncée par le MBDHP parce qu'ils ont ce qui est ressorti dans la déclaration des juges. L'association se donne même le pouvoir d'interpeller. Il y a des arrestations, des détentions, verbalisation, des amendes, des corrections des services corporels, des privations alimentaires même. Finalement, quand vous avez appris ça en tant que magistrat, est-ce que cela vous a choqué? Mais je suis choqué parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en 2015. Vers Moctedo, on avait présenté des éléments. Pour moi, le sentiment ou la quête de justice des populations, elle est légitime. Il appartient à l'État d'apporter une réponse. Et cette réponse n'est pas de dire aux populations, vous faites une situation, nous on regarde, on ne dit rien. Je dis personnellement que le fait de laisser ces associations proposer, dans tous les sens du terme, c'est une démission de l'État. Si c'est une insécurité qui est installée dans la zone, il appartient à l'État, avec ses moyens de répression qui existent, de travailler à sécuriser les populations. Donc il faut impérativement faire disparaître une telle association. Non, elle n'a pas sa raison d'être. On ne peut pas avoir des tribunaux parallèles, on ne peut pas avoir une police judiciaire parallèle. Même à la justice, on ne torture pas les gens. On ne peut pas accepter cela, c'est inadmissible. Mais imaginez-vous, si vous torturez les gens de ma famille et que moi aussi je peux aller organiser mes parents pour venir, mais vous voyez ce qui va se passer? L'État est le seul à avoir le contrainte légitime, avoir la contrainte physique légitime dans un État. Il n'y a pas une volonté qui puisse être supérieure à l'État. La violence légitime, c'est l'État seul qui doit l'utiliser. Il ne faudrait pas que l'État démissionne sur certaines sphères pour laisser d'autres personnes s'approprier ses prérogatives. Je ne suis pas d'accord, c'est une démission de l'État. Certaines populations ont soutenu cette association dans ses actions. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est que la quête de justice, la quête de sécurité est légitime pour ces populations. Il appartient à l'État de donner des réponses adéquates. S'il y a effectivement des délinquants qui existent dans la zone, il faut renforcer le maillage sécuritaire, de sorte à ce qu'on puisse les prendre, qu'on mène des enquêtes, qu'on puisse les emprisonner. Mais il n'est pas question de dire... parce qu'on ne peut pas, on laisse les gens, ils érigent leurs propres tribunaux, ils ont leur propre PJ. Pour moi, c'est inadmissible.
C'est inadmissible, mais ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'à part le MBDHP, toutes les organisations syndicales des magistrats n'ont pas donné de la voix, notamment la vôtre. Oui, en fait, quand vous dites qu'on n'a pas donné de la voix... Parce que vous auriez pu faire aussi une déclaration pour fermement condamner. Je peux vous dire que, en fait, l'approche n'est pas tant de condamner, mais pour nous, c'est de savoir comment les choses peuvent être efficacement relevées. Et déjà, si vous me permettez, le Conseil supérieur qui s'est tenu ce lundi, nous l'avons évoqué comme élément du Conseil supérieur. Et dans ce sens, nous avons eu à faire des recommandations qui seront adressées aux autorités compétentes pour que des solutions soient prises. Nous pensons que c'est plus efficace que peut-être de faire une condamnation en faisant une déclaration. Est-ce que l'histoire de l'association Korlogo fera partie aujourd'hui de la plateforme revendicative des organisations syndicales de magistrats? Il est évident que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une autre justice en dehors de la justice qui est organisée par l'État. Donc vous êtes jaloux de votre pouvoir, en fait, que vous voulez conserver? Non, si l'État décide qu'il faut adopter un texte pour dire qu'il y a des associations appelées Korlogo qui sont des juridictions parallèles, qui peuvent faire le travail, nous ne trouverons aucun inconvénient si on garantit le droit des intéressés, le droit de la défense, la possibilité de se défendre, la présomption d'innocence, il n'y a pas de problème. Mais il y a des pays où il y a des tribunaux traditionnels qui existent. Quand vous prenez au Rwanda les Gachacha, c'était des juridictions traditionnelles, mais créées par la loi, avec des règles de fonctionnement. Je ne crois pas que ce soit le cas. Si on pense que c'est une solution, ce qui est loin de l'être, de mon point de vue, c'est qu'il faudrait les organiser et les incorporer dans un système formel de fonctionnement avec des règles précises. Alors, vous avez justement effleuré la question, on en parle, avec notamment la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui qui a été tenue sur convocation de l'intersyndical. C'est vous qui avez été à l'initiative. Pourquoi avoir souhaité qu'on ait cette rencontre? Est-ce que c'est parce que le Burkina Faso a été frappé par une attaque terroriste que vous avez souhaité urgemment qu'on revoie les textes en la matière? Oui, l'actualité certainement a dicté, je dirais, l'ordre du jour. Mais il faut aussi reconnaître que depuis l'adoption de la révision constitutionnelle vers la fin de la transition, le Conseil supérieur est déconnecté du pouvoir exécutif et qu'il faut qu'on travaille effectivement à mettre en place des mécanismes parce que cette déconnexion s'est faite sans qu'effectivement on ait adopté un certain nombre de mécanismes qui permettent de prendre le relais. Et donc il était important pour les magistrats, les conseils supérieurs de se réunir pour régler ces problématiques organisationnelles. Du reste, vous avez vu que nous nous sommes retrouvés au CBC alors que nous étions habitués à tenir nos rencontres à la présidence. Certains de vos confrères ont dit... C'est ce que vous avez souhaité, puisque vous avez souhaité que le président du FASO ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je suis parfaitement d'accord, mais à ce niveau, par exemple, ce que nous avons demandé, c'est que, par exemple, le Conseil des ministres a un siège qu'on connaît, qui est présentable. Le Parlement a un siège qu'on connaît, où ils font des délibérations. Le Conseil supérieur aussi, il faudrait que l'État puisse doter le Conseil supérieur d'un siège. Ça commence fort parce que c'est une revendication. Que vous voulez avoir votre pouvoir à vous aussi. Voilà pourquoi je disais que vous êtes jaloux de votre pouvoir finalement. Il faudrait effectivement, mais nous disons aussi au Burkina Faso de donner les moyens. Si on pense que c'est la salle de CBC qui est digne d'accueillir le Conseil supérieur de la magistrature, moi personnellement, ça ne me gêne pas. On vous sent un peu frustré parce que le cadre ne s'y est pas pour vous. Je ne suis pas frustré, c'est l'image que le Burkina renverra, n'est-ce pas, de sa justice. Quand on dira qu'en réalité les magistrats burkinabés se réunissent dans une petite pièce, moi personnellement, peut-être qu'en tant que magistrat, je peux avoir un ressentiment, mais c'est l'image du Burkina Faso. Alors, est-ce que ce n'est même pas indécent pour des magistrats qui veulent avoir un siège pour le Conseil supérieur de la magistrature alors que les populations ne vous font même pas confiance? Vous savez, les populations ne font pas confiance au Parlement, les populations ne font pas certainement confiance aux journalistes, encore moins aux enseignants ou à la police. Parlons spécifiquement. Moi, je trouve que l'institution judiciaire, c'est une institution utile dans l'État. Vous n'allez pas la supprimer parce que si on veut un État de droit, la première institution qu'il faut mettre en avant, c'est le pouvoir judiciaire, c'est la justice. Et donc, le fait d'avoir confiance ou pas, c'est un débat qu'on peut mener, mais je pense au contraire que nous avons indiqué le chemin depuis près de 5 à 6 ans pour dire qu'il y a des problématiques qu'il faut régler, il y a des pistes qu'il faut explorer pour pouvoir rendre la justice indépendante. Je pense que c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. Le reste du débat, ce n'est pas la peine. Vous savez, les institutions, il faut les réformer pour les réadapter au contexte et leur donner beaucoup plus d'efficacité pour notre intérêt. Est-ce que vous donnez aujourd'hui, si on vous demandait de faire un choix, sur ce plateau de Burkina Info, faire un choix entre doter, par exemple, les juridictions des moyens nécessaires et adéquats pour bien mener les procès, que d'offrir, par exemple, un siège au Conseil supérieur de la magistrature, quel serait votre choix?
Parce qu'on sait que les juridictions sont pauvres. Il y en a même qui disent, je me rappelle que lors d'une interview, il y a le juge Sori qui nous faisait croire qu'on peut tenir un procès, en plein procès, à des animaux qui viennent rentrer dans le palais. Mais c'est récurrent si le palais n'est pas clôturé et qu'il n'y a aucun moyen. Oui, les poules peuvent se retrouver dans le palais. Moi, j'en ai vu. Ce n'est pas de l'anecdote. Ce que nous disons, nous sommes là pour servir les Burkinabés. Nous rendons la justice au nom du peuple burkinabé. Et dans ce sens, effectivement, tout ce qui peut être fait pour permettre de satisfaire cette population me semble prioritaire. Parlons du choix. Est-ce que vous préférez aujourd'hui avoir des moyens nécessaires dans les tribunaux, dans les juridictions pour juger les crimes, les droits communs, que d'avoir un conseil supérieur de la magistrature à l'image d'une présidence ou d'une assemblée nationale? Non, non, nous ne demandons pas une présidence d'une assemblée nationale, M. Ouedraogo. Non, mais je parle notamment de la structuration du siège éventuellement à mettre en place. Monsieur Ouedraogo, quand on crée une institution, on lui donne un siège. C'est extraordinaire qu'au Burkina, depuis que la magistrature existe, le Conseil supérieur n'a pas de siège. C'est ça qui doit vous interpeller. Quand on crée des gouvernorats, 2 ans après, tous les gouvernorats sont construits. Quand on dit on crée des communes, on est en train de construire les chefs de communes rurales. Mais la magistrature existe depuis combien d'années? Depuis l'indépendance du Burkina, on a une magistrature indépendante. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi depuis ce temps le CSM n'a pas de siège? C'est ça le véritable problème. Il devait avoir un siège indépendant. La présidence du Faso, c'est le siège de la présidence de la République. Ça n'a rien à voir avec le siège du Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je vous ai posé une question. Je suis désolé d'insister là-dessus parce que j'y tiens. Mais monsieur Ouedraogo, je vous ai répondu. Oui, J'ai dit, oui. La priorité pour nous, effectivement, c'est de pouvoir rendre justice, c'est de pouvoir répondre aux attentes des populations. Mais cela n'exclut pas le fait que nous demandons un siège. Voilà qui est bien pour moi, ce n'est pas contradictoire. Voilà qui est bien dit. Évoluons dans cette émission pour parler à présent justement de cette rencontre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez parlé de terrorisme notamment. Il faut revoir notamment le cadre législatif et réglementaire. Quelles sont les insuffisances de ce document qu'il faut parfaire selon vous? Alors, sur le plan du cadre législatif, c'est vrai que le Burkina a des lois sur le terrorisme. Nous en avons 3. La dernière même à être adoptée était en décembre sous le CNT. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il faudrait qu'on approfondisse. Parce que vous voyez au Burkina, les collègues qui sont en train de diriger ce dossier sur le terrorisme, ce sont des magistrats qui sont au tribunal de grande instance. Généralement, depuis que le terrorisme a pris de l'ampleur depuis les années 2000, la plupart des pays créent des pôles spécialisés, avec des magistrats qui ont pour rôle uniquement de travailler sur le terrorisme. Donc vous avez des procureurs spécialisés, des juges d'instruction spécialisés, une police judiciaire spécialisée. Nous pensons qu'il faudrait que le Burkina puisse adopter les lois aujourd'hui qui sont déjà préparées sur les pôles antiterroristes. Également, il faut adopter des règles de procédure qui permettent en réalité d'aller vite et bien dans les enquêtes terroristes. Vous savez que dans les enquêtes terroristes, les écoutes téléphoniques, les infiltrations, les surveillances caméras, les captations de son sont des éléments de preuve. Alors qu'aujourd'hui, dans le dispositif juridique burkinabé, il n'y a aucun texte qui permette effectivement d'utiliser ces éléments-là comme des éléments de preuve. Donc, il faut reformer. Dans la lutte contre le terrorisme, le renseignement est important. Alors que nous, le renseignement que nous connaissons au Burkina Faso, c'est le renseignement de type administratif. On recueille des renseignements qu'on envoie à l'autorité politique, qui en fait ce qu'il veut, c'est un élément qui l'aide à décider. Mais le renseignement aujourd'hui doit être un élément de lutte contre le terrorisme. Je vous prends un exemple. Quand par exemple, DFADA, quelqu'un rentre qu'on pense qu'il est terroriste, il est fiché, on sait que c'est un terroriste, qu'il est en train de mener des actions, les écoutes téléphoniques qu'on fait sur son téléphone, ces contacts qu'il a, on peut infiltrer des gens dans son réseau et on peut les prendre et c'est déjà des éléments qui permettent de les juger. Donc on prévient même à travers le renseignement qu'on transforme en élément de preuve l'infraction que d'attendre qu'on le tue et qu'on va venir. Est-ce que tout ce que vous proposez ne reviendrait pas peut-être aux forces de défense et de sécurité, le renseignement notamment, parce que vous avez tellement de problèmes que vous n'aurez même pas le temps de vous y adapter? Non, on n'a pas demandé à un procureur d'être un agent de renseignement. On dit que le renseignement doit être utilisé sur le plan judiciaire. Donc, si les services de renseignement captent des informations, il y a un certain nombre d'informations qu'ils doivent déclasser, qui, si se rentrent dans le cadre des procédures des enquêtes, qu'on doit déclasser, on doit mettre sous le contrôle du procureur pour qu'on les utilise comme des éléments de preuve. Rassurez-vous, nous ne sommes pas des enseignants de renseignement. Alors, les travaux également de cette première session extraordinaire de 2016, pourquoi n'avoir pas mis l'accent, par exemple, sur l'arrivée du nouveau pouvoir pour dire nous voulons plus de moyens adéquats pour travailler au sein de la justice parce que vous avez tellement de soucis. On a vu que vous avez même eu cette perspective de grève qui a finalement été annulée suite aux attentats de Ouagadougou. Non, nous séparons un peu en fait nos préoccupations. Le Conseil supérieur de la magistrature a une compétence.
se prononcer sur le fonctionnement des juridictions, sur toutes les questions qui touchent à l'indépendance de la justice, sur la question de la discipline des magistrats, leur avancement. Et donc, nous nous en tenons à cette question. Maintenant, pour les questions de moyens, nous allons le poser parce que vous savez, dans le budget 2016, la justice perd en gros 1 milliard en termes de régulation. Alors que vous savez qu'aux États généraux, on a dit que le budget de la justice qui était à 0,96% du budget national devait passer à 2%. Nous avons dit aux autorités de la transition, quand vous venez que vous dites qu'il y a une volonté de faire avancer la justice, c'est vous qui avez organisé les États généraux, le minimum, c'est que vous devez tenir votre pari. Malheureusement, on a signé le pacte de bonne conduite, oui, le pacte pour le renouveau de la justice qui a été signé. C'est ça le slogan politique. Vous signez un pacte en mars, en décembre, vous faites un budget, vous n'êtes pas capable d'accepter ce que vous avez prévu en mars. Donc c'était tout simplement une décision politique. C'est la démagogie. En fait, le politique fait de la démagogie sur beaucoup de choses par rapport à la justice. En quoi est-ce qu'une autorité de la transition a intérêt à faire de la démagogie, puisque vous savez que votre pouvoir a une fin de toute façon, c'est limité dans le temps? Mais c'est ce que j'ai dit. Quand vous dites que vous avez fait le diagnostic, vous dites que la justice n'a pas les moyens et que dans ce sens, vous décidez qu'il faut qu'on porte le budget à au moins 2%. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est que vous-même, avant de partir, vous devez au moins respecter cet engagement. Le deuxième élément, quand vous faites des réformes de textes, pour dire que vous voulez doter la justice aujourd'hui d'une certaine indépendance, il faut avoir le courage d'adopter au moins ces textes avant de partir. Mais on a vu que la transition à la fin s'est défilée, a fui ses responsabilités, et c'est ça aussi la réalité du pouvoir politique. Un discours pour plaire, un discours pour faire semblant de faire croire qu'on fait quelque chose, mais quand il s'agit de passer aux actes, on n'a pas le courage. Est-ce que ce discours pour plaire, avant de passer aux actes, éventuellement, puisque ce n'est même pas très évident avec la gestion du pouvoir d'État, vous n'allez pas l'accepter avec le nouveau pouvoir en place? Non, nous, ce qui nous satisfait, c'est que le président Kaboré a signé le pacte au nom de son parti. Et donc, le pacte sur le renouveau de la justice, avec tous les engagements qui y sont, nous pensons qu'il doit les appliquer. Et donc, dans ce sens, nous pensons qu'il ne devrait pas avoir de problème. Jusqu'à ce qu'on nous démontre qu'en réalité, voilà, on ne va pas suivre ce qu'on a pris comme engagement. Mais nous accordons la bonne foi au régime qui est venu. Nous sommes convaincus que si on a regardé la soif de la justice de Burkinabé depuis 2014, fin 2014-2015 jusqu'à maintenant, et le président lui-même a débuté son mandat avec des dossiers judiciaires en cours. Oui, il y en a tellement, les martyrs, voilà. Et donc, les victimes du putsch, sans oublier les dossiers Norbert Zongo, donc, Thomas s'il y a Sankara. une priorité aujourd'hui pour le régime en place, c'est bien de s'occuper de la question de la justice. Sinon, ce sera des problèmes majeurs. Et donc, nous disons, les problèmes sont posés, il faudrait que ces problèmes soient réglés. Et du reste, dans la lutte contre le terrorisme, on dit que la sécurité aujourd'hui sera le maillon important, certainement du début du mandat, mais la sécurité ne va pas sans la justice. C'est parce qu'on prend des délinquants, on prend des terroristes, qu'on les condamne, qu'effectivement, ça va diminuer. Et donc, la sécurité, là, est liée intrinsèquement à la justice. Ce sont les mêmes maillons. Et donc, si on dit que c'est de lutter contre le terrorisme, nous pensons que la justice sera au centre. Et pour être au centre, il faut travailler aussi à régler le problème aussi des personnels qui y sont. Alors, on s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de ce rendez-vous. Malheureusement, le temps nous est compté. Je voudrais qu'on parle de la situation même des magistrats. Vous réclamez tellement de choses alors que vous n'êtes pas les enfants, je dirais, mal lotis de la République. Très souvent, on en parle, le magistrat touche au minimum 300 à 400 000, alors que vous êtes là, vous réclamez qu'on vous permette de payer des véhicules sans taxe de douane, tout ça. Non, vous savez, ça dépend de comment vous posez le problème. Vous savez, j'ai toujours dit que quand vous voulez discuter au niveau de l'État, il faut parler dans une globalité. C'est la fin de l'émission et on va terminer par ça. Et donc, je dis que ce que les magistrats demandent, en réalité, c'est un minimum. Parce qu'il y a des corps à qui vous accordez ces choses et ça ne fixe personne, des autres pouvoirs. Si vous estimez que nous sommes un pouvoir, nous disons qu'il y a un prix à mettre. J'ai toujours dit, si vous pensez demain que vos ministres sont tels qu'ils sont dépensiers, décidez de leur donner des P50 comme engin de service et vous verrez l'image que ça va renvoyer de votre gouvernement. Donc c'est la même chose pour les magistrats. C'est ce que nous demandons tout simplement. En fait, le travail ou la réhabilitation d'une institution, c'est un tout. Si vous décidez demain que le président de l'Assemblée doit rouler en JC, que le président de la République, lui, il doit rouler, n'est-ce pas, en 125, c'est le Burkina qui l'aura décidé, mais ça va renvoyer l'image que ça veut. Et donc, nous disons que si vous pensez que la justice est un pouvoir, que vous l'avez accepté en tant que tel, en votant dans votre constitution, il ne faut pas avoir une pudeur à aborder ces problèmes et à les régler. C'est tout simple, parce que moi, je crois que, sous peu, certainement que vos députés, ils vont s'acheter des véhicules hors taxes, hors douane.
Donc il le faut aussi pour les magistrats. Et vous avez dit que c'est peut-être parce que nous n'étions pas élus. Les députés de la transition n'étaient pas élus du CNT. Vous avez vu le Bataclan qu'il y a eu sous les salaires. Ça a offusqué qui? Il y a des gens qui n'avaient même pas un niveau de licence là-bas. Justice pour les magistrats aussi. Nous demandons tout simplement qu'on nous réhabilite dans nos droits. Voilà, j'aurais voulu qu'on parle de la sécurité des magistrats. Beaucoup de choses, notamment, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger. Le temps passe vite. Merci beaucoup, juge Antoine Kaboré. Fidèles téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous aura apporté quelque chose, notamment sur les questions de justice. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt.